Bonjour, bonjour à vous tous de l'archipel Guadeloupe, dirais-je, et aussi du reste du monde. Je n'oublierai jamais, je n'oublie pas les followers, ces accros des réseaux sociaux, vous qui nous postez beaucoup de commentaires. Bien entendu, nous en prenons lecture et nous vous disons aussi, restez toujours très fidèles à votre émission Eco Club. Vous tous, les aficionados, comme je vous appelle, d'Eco Club. Alors, vous nous retrouvez, bien entendu, sur ce plateau de Canal 10 à une heure inhabituelle, une tranche horaire, dirais-je, inhabituelle. Tranche horaire inhabituelle parce que nous sommes dans une période, je dirais, une période festive, de grandes festivités, de beaucoup d'événementiels. Ce sont des événements qui nécessitent, pour la plupart, une couverture médiatique. Et sur ce point, Canal 10 est très sollicité, cette télé de proximité, pour assurer une couverture médiatique de ces événements. Donc cela entraîne, bien entendu, quelques modifications au niveau de la programmation. Et Eco Club se trouve quelque peu victime de ses succès et de sa réussite, puisque c'est une heure qui est très sollicitée. Il s'agit aussi pour moi de vous dire, adresser ce remerciement très appuyé. D'abord à la direction de Canal 10, à l'équipe en quelque sorte dirigeante, aux personnes de la programmation, sans oublier le responsable d'antenne et à toute l'équipe qui sont en charge de la RIA. Je dis la réalisation. Je dis cela parce que j'ai bien enregistré ce matin que le signalement vous a été fait concernant ce changement d'horaire et c'est toujours très bien. Je sais que vous étiez quelque peu molesté quand, par exemple, l'émission commençait à 1h, vous n'étiez pas informé, vous n'étiez pas informé. Mais maintenant, il y a un menu déroulant, il y a une bande qui défile sur l'antenne et vous êtes informé même avant l'émission. C'est une amélioration significative. Donc, il s'agit pour moi de remercier la direction, remercier l'équipe dirigeante, remercier le responsable d'antenne ainsi que tous ceux qui sont chargés de la RIA. Alors, aujourd'hui, donc 17 décembre, Eco Club présent sur ce plateau va donc aborder, je dirais, un sujet d'actualité, bien entendu. On va s'intéresser à des problématiques, à une problématique très prégnante, je vais dire par là, problématique de société, problématique donc économique. Il s'agit donc de se poser un certain nombre de questions. Des questions qui concernent les prix, bien entendu, qui concernent le prix des biens en cette période, qui concernent aussi la consommation, les consommateurs, les marchés en Guadeloupe et surtout le marché de proximité. Nous parlerons aussi de notre modèle de consommation, de produits locaux, de produits menacés par ce que j'appelle les aléas économiques, à la fois exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, mais aussi endogènes qui prennent naissance, bien entendu, chez nous. Ce sont souvent des aléas que je qualifie d'aléas toxiques pour le bien-être social, en d'autres termes, le welfare social. Alors vous le comprendrez très bien, notre thème d'aujourd'hui, ce jour du 17 décembre 2023, Noël 2023, l'inflation s'invite et la consommation s'essouffle. Voilà donc le s'essouffle ou encore vacille. Ce sera à jour de choisir. Voilà donc le cocktail thématique qui nous réunit ce dimanche, je le répète, 17 décembre 2023, sur ce magnifique plateau, en quelque sorte remanié, relooké de Canal 10. Tout cela participe à l'excellence de la chaîne. En tout cas, merci à tous, merci à vous, merci à l'équipe, je ne cesserai de le dire. Alors, messieurs le clibistes, nous sommes bien là aujourd'hui, avec un petit retard enregistré, bien entendu. Nous allons nous tirer les oreilles, nous-mêmes. D'abord, Nico, bonjour. Je commence sur cette droite spatiale, en quelque sorte. Bonjour. Oui, beau studio. Le schéma animateur entouré d'intervenants, c'était inventé par Eco Club.
Et ça a été décliné, conservé éternellement. C'est très bien. Alors, bon, C'est une fierté. on tente d'améliorer un peu ce que nous avons conçu. Par contre, il y a une chose nouvelle, Jean. Dis-moi. Il y a des téléspectateurs pouvant assister au fond. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que maintenant, les gens pourront venir sur invitation. Sur invitation, évidemment. je comprends. Sur une sélection stricte, sévère. Oui. Donc je plaisante. Donc en tout cas, ça veut dire que des gens peuvent au cas où c'est nécessaire, venir ici. On va les inviter peut-être. Je ne sais pas comment tu gères ça. Non, mais ils peuvent venir. Ils peuvent venir. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, dans l'esprit de Canal 10. L'esprit de Canal 10. Voilà, ouvert. On se rejoint sur cette idée, sur cette suggestion, cette proposition. C'en est une bonne, en tout cas. René, alors... Bien bonjour tout le monde. Hein. Bon, tellement content, tous les amis, quand on est aussi le dimanche. Les jours qui ont passé, les problèmes qui ont arrêté. D'accord. Nous avons essayé de voir qu'on nous peut faire, quand nous peut faire, qui j'en nous peut faire, qui j'en nous peut agir. Mais enfin, ça peut empêcher nous passer un bon Noël, un bon premier de l'an. Bon Noël. D'avoir, même si on a une préoccupation à tête, mais il faut au moins des compositions. Donc, belle Noël et belle premier de l'an pour tout le monde. Pour tout le monde qui a écouté nous, qui a regardé nous, qui dehors. Et pour diaspora, nous, puisque nous avons une diaspora qui est extrêmement importante à l'extérieur et qui est de plus en plus intéressée par ça qui a passé en pays. C'est bien. Donc, belle grand bonjour à tout le monde, nous, Guadeloupe, pour nous à la diaspora. Et nous pouvons continuer, c'est faire ça nous paye. Voilà, nous avons envoyé la voix, en quelque sorte. Et Raymond Amaï. Je sais, le monde se porte bien, tu me diras. Comme d'habitude, toujours. Comme d'hab. En tout cas, bonjour à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui sont ici et ailleurs. Oui. Et puis félicitations à Canal 10 pour son studio rénové. Relooké. Et pour finir l'année et commencer la nouvelle. Et puis, je voulais saluer deux personnalités qui passent dans notre région. Alors, il y a le président du Bénin qui est en Martinique. Oui. J'espère qu'on parlait de diaspora. J'espère que la diaspora se régale. Oui. Et puis, l'ambassadeur de l'Inde à Paris, qui est de passage en Guadeloupe. Ce sont quand même deux personnalités que je félicite de venir nous voir et que nous puissions nous porter notre collaboration pour essayer de développer ce qui est possible de développer avec économiquement et socialement et à tout point de vue avec ces pays qui certainement ont à apprendre de nous, mais que nous avons à apprendre aussi de chez eux. En tout cas, bienvenue à ces gens-là et puis bon Noël, en tout cas bonne préparation de Noël à tout le monde, tous ceux qui nous regardent. Et puis, bonne fête de Noël. Et puis, pour le nouvel an, on aura le temps. Très bien, que le club s'associe aussi à ces propos, pour toutes ces personnalités qui sont de passage chez nous. C'est le rapprochement des peuples, véritablement. Alors, Raphaël, toujours bien vertical, bien vivant. Oui, on essaye tant que les reins permettent de tenir. Donc, c'est encore le cas. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour à nos followers, comme tu dis, à tous les gens qui nous suivent et qui suivre toutes les péripéties qui sont autour de nous. Donc on est bien, c'est vrai que le plateau est très agréable. Oui. Il est nouveau. Alors, je suis en train de m'interroger, mais je n'ai pas trouvé sur la symbolique. Je trouve qu'il y a une symbolique dans la conception, la conception. Mais ça m'a frappé tout de suite, mais je n'ai pas encore vu à quoi ça renvoie. Donc il y a le côté invitation, bien sûr, ouverture, mais surtout par rapport au tréteau, là. Enfin, au tréteau, au plateau. Au plateau, on va voir. Mais sinon, bonjour à tout le monde, bienvenue. Alors, pour répondre à Raymond, j'espère qu'il y aura du cochon pour tout le monde, parce qu'apparemment, on est en rupture. On est en rupture de beaucoup de choses. Oui. Mais en fait, d'ores et déjà, bonne préparation de Noël, à toute la Guadeloupe. Oui, vous savez, quand je suis entré, nous venons à notre sujet, je suis entré, la première chose que j'ai faite, effectivement, j'ai vu le plateau. J'ai tenu vraiment à dire à mes amis qui étaient déjà là avant vous, félicitations. Parce que quand vous savez, on passait dans le bâtiment, j'ai dit féliciter la conception, le design. Ouais. Et aussi, sans doute, les produits, ce serait du médium ou autre chose. Mais ça a été bien conçu, le jeu de couleurs aussi. Ouais, ça montre nous savons bien faire les choses ici, en tout cas. Voilà, messieurs. Alors, fidèles à nos habitudes, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous appelons généralement préliminaires, c'est-à-dire les marqueurs de l'actualité de la semaine. Je pense qu'il vous plairait quand même d'en dire deux mots. S'il y a quelque chose de particulier qui vous a marqué dans la semaine, sur lequel vous voudriez qu'on s'y attarde, en quelque sorte.
Pas qu'on s'attarde, mais juste dire 2 mots, avec un peu de sobriété quand même, sur l'avion qui a craché et dans lequel 4 personnes sont mortes, dont M. Quilin, un type brillant, point final, qui avait hérité du câble, en plus, c'est pour ça qu'il était à Marie-Galante, les Saintes, pour le Désirade, le câble. Oui, le câble. Et il était accompagné d'un pilote que tout le monde connaît, un beau très sympathique et tout ça, et de 2 Français qui étaient là de la société qui gère le câble. Ils sont morts tous les 4. Bon, je ne vais pas allumer la polémique parce qu'elle va s'allumer après. Et moi, j'ai une chose à dire. Moi, je suis étonné quand même qu'un archipel, Guadeloupe, enfin, Pasteur, Marie-Galante, les Saintes, tout ça, l'archipel. Oui, c'est l'archipel. Pris dans un arc d'île, n'est pas d'avion personnel, n'est pas d'avion propre. Comment tu peux imaginer que tu es la collectivité d'un pays, d'un territoire comme celui-là, tu n'as pas d'avion à toi? On en parlait chez moi d'ailleurs. Non, là quand même. Alors, ce qui est plus grave, c'est que tu as eu un avion. Autrement dit, tu déclines, quoi. C'est-à-dire que, historiquement, je crois que Lucette avait un avion. Enfin, Lucette, non, le département de la Guadeloupe, autant Lucette avait un avion. Hein? Oui, son fils était pilote. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, l'avion était tellement petit que bon... mais si tu veux, c'est ça. C'est comment tu peux être aussi incohérent et que tu es tranquille, quoi, dans ton incohérence. Et que c'est un accident comme celui-là qui t'interpelle, qui te renvoie à ton incohérence. C'est pas cohérent qu'un archipel n'ait pas d'avion propre. C'est-à-dire que si tu as un problème aujourd'hui au sein d'intérêt collectif, il faut chercher un avion pour aller. Il faut sous-louer un avion. Il faut que ce soit disponible. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Tu sous-loues un avion, il paraît que c'est même pas toi, en tant que collectivité, qui a loué l'avion. C'est la société du câble qui a loué l'avion. C'est grave. Et en plus de ça, l'avion qui est loué, c'est un avion qui est un monomoteur avec une seule porte. Oui. Quand mettez mon en danger. Tant que ça marche, ça marche. Mais il y a un problème. Une seule porte, monomoteur, aujourd'hui, là, alors qu'on peut imaginer que tu as un jet régional, qui caille là, chez Moon, et tout ça. Donc, c'est ça qui m'a interpellé. Par-delà la douleur des gens, qu'il faut respecter. Nous c'est des Guadeloupéens. Donc, la mort nous parle, nous savons qui la mort. On respecte encore ça. Et lors de la polémique, c'était un peu tôt. Mais, moi, j'étais interpellé par ça. Le prochain président de région, en cas de conseil, mettez un budget pour acheter un avion régional. Régional. Pas un Boeing 747 nécessairement, Voilà. Bon, mais quand même que le Guadeloupe ait les outils de son déplacement. Surtout qu'en droit, le transport est une compétence régionale. Transporter les gens, c'est après on pour les privés. Tu délègues pour les privés, tu passes des appels d'ordre, tu passes des marchés, tu passes des conventions. Mais le droit à être transporté, c'est un droit garanti. Voilà. Et actuellement, la Guadeloupe est incapable de garantir le droit de transport sur son archipel. C'est une question, en tout cas, il faut bien aussi cadrer l'utilisation de ce support-là. Il faut bien l'encadrer. Encore mieux. Alors, attends, on m'a soufflé une information technique en cas de réponse. Si tu es un territoire, tu es des îles, tu dois assumer ta continuité territoriale. Ne serait-ce que ça, le b.a.-ba même de la gestion de ton espace propre. De la proximité. Voilà. Donc avant de solliciter une continuité, je dirais, à 7000 km, il faut réaliser cette proximité. Régionale, d'abord. Il faut régler le problème de la discontinuité de proximité. C'est bien dit. Sous cette question, réaction? Non, mais c'est le thème même de la journée, c'est la notion de mal-développement. Ça veut dire que ce n'est pas des problématiques de sous-développement, ce n'est pas des problématiques de tiers-monde. Il y a l'argent, il y a les moyens, il y a les intelligences. C'est l'incapacité de concevoir le développement comme un bien collectif et comme la capacité d'amener le peuple d'un niveau X à un niveau X plus 1 en termes d'expression de soi. Donc c'est gravissime. On verra, c'est le terme, on verra par rapport à d'autres trucs. Il y a un concept de développement en Guadeloupe qui pose problème. Il y a des priorités, il faut bien les cibler. Il y a des priorités. Et puis il y a des logiques. Il y a des logiques de territoire. Il y a des logiques de population. Et c'est ce qui est... Si tu fais le développement, tu ne le fais pas pour toi. Tu ne le fais pas en soi. Tu le fais pour des gens. Donc automatiquement, tu dois rentrer dans
dans une logique de croissance, bien sûr, et d'épanouissement et de restauration pour tes populations. Voilà. Il s'agit là d'idées importantes d'aller. Sur ce point-là, moi, je ne sais pas si en ayant... Alors, je ne vais pas rentrer, on ne va pas faire de... Oui. C'est peut-être pas le moment, mais je ne sais pas si vraiment en ayant un avion au département ou à la région, ça aurait pu éviter un accident. On prenait des occasions. Voilà. Non, il a raison. C'est très bien de le dire. Attends, Joumalet, panique et moi, c'est ça? Pas d'amalgame, pas de confusion. Est-ce que ça, Joumalet, panique et moi? Oui, pas de confusion. Mais par contre, mettre en danger ces gens dans un monomoteur avec une seule porte, je pense qu'on peut faire mieux, hein, pour garantir la sécurité potentiellement des gens. C'est-à-dire que si tu as... Moi, je ne suis pas très fort, mais quand même, si tu as 2 moteurs, c'est mieux qu'un seul quand même. Hein? Si on tombe en panne, et si on y dépote, c'est mieux qu'une seule porte, si vous tombez en l'angle là quand même. Hein? Voilà. Non, mais en tout cas, on peut dire que voilà, c'est un sinistre, c'est un événement qui va nous apprendre à mettre en place le dispositif qui répond à nos problématiques. On est encore, excuse-moi, on est encore dans cette logique de mal-développement. On apprend par le pire éducatif. On apprend parce qu'il y a une catastrophe, parce qu'il y a une bêtise, parce qu'il y a un machin, donc on va apprendre. Mais la prospective, et l'analyse, et la vision. On est dans le réparatif. On est toujours dans la action-réaction. On n'est jamais dans le schéma anticipation, action. Et c'est ça le problème. Et puis Jean, à propos du transport aérien, j'élargis un peu. Oui. On démarre avec Air Guadeloupe. Les lignes appartiennent à la Guadeloupe. Oui. D'accord? Bon, ok, ça a du sens. Et aujourd'hui, on finit avec la Guadeloupe n'a aucune ligne. Non, quand même. Il y a quelque chose en lien avec le transport, et je prends l'idée de mon ami de gauche, de la continuité, peut-être de la vraie gauche. Hein, peut-être. Hein, parce que bon, il y a un débat là-dessus, est-ce que les nationalistes sont à droite ou à gauche? Ça, c'est un débat, bon, bref, mais progressistes en tout cas. Comment se fait-il que ce pays qui avait des lignes, qui lui appartenaient, qui a un gestionnaire local avec le département. Après, Yuban en étranger un morceau. Après, ils ont vendu le truc. Et puis finalement, tout est parti à volo. Et aujourd'hui, si la Guadeloupe veut aller chercher quelque chose au Saintes, même à petite terre, il n'y a pas ni moyen de faire ça. Il faut demander au monde faire. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est... Et je vois, moi j'en parle beaucoup, mais la question a été posée, débattue de cette manière. J'ai déjà mangé, ce déjeuner, c'est cet angle-là. Hein. Je demandais, mais où là, tu es en Guadeloupe, pas fini. J'en ai parlé. Allez, vas-y, René. Les conséquences, c'est des conséquences quand même assez importantes. Hein. Oui. Tout simplement parce que là, on va parler de continuité territoriale, regardez en mi-temps. Si vous voulez parler de la Guadeloupe, qui c'est en bonne île, Marie-Galante, les Saintes, les Irades et tout. Non, et Grande-Terre et Basse-Terre. Parce que c'est ça qui est la Guadeloupe. Hein. Abusivement, on va dire la Guadeloupe, Grande-Terre, Basse-Terre, mais c'est ça qui est la Guadeloupe. C'est tout, hein, tout. Bon, et chaque noyau. En réalité, on a des incidences à la fois sur le plan social et sur le plan économique. Ça, par exemple, ça... Déplacer entre Grande-Terre, Basse-Terre, des Irades, Marie-Galante, ça doit être en service public. Ça veut dire que les moyens de transport doivent être mis aussi en subvention qui permettent l'égalité. En subvention publique qui permettent l'égalité des... Par exemple, on marchandise, ne peut pas coûter, quand sortir la pointe, il peut arriver à Marie-Galante, il peut coûter plus cher. Parce qu'il faut payer les coûts de transport, etc. Donc, si vous voulez, ni tout un certain nombre de problèmes qui parlent de cohérence à développement à un pays. Donc, ces questions-là, ça, c'est des questions qui sont extrêmement importantes, puisque on ne peut pas envisager, si vous voulez, le développement au pays, si on peut envisager, il y a de toutes dimensions, il y a de réalité. Donc, c'est déjà un gros problème. Oui. Et effectivement, l'accident-là, si vous voulez, très lié. En fait, le problème-là, ça, on voit depuis très longtemps. Hein. À l'époque, là, on voit Bistocké n'était pas participé à la route du Rhum, Proto et compagnie, il y avait le jet privé, pour qu'il passe dans les têtes à et tout ça, ça coûte trop l'argent. Bon, est-ce qu'il y a été besoin de jet privé? Est-ce qu'il y a été besoin d'un jet privé ça a posé quelque chose. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'à la limite, il y a des iPhones pour garder, etc. Il y a effectivement avions qui sont avions liés à
si vous voulez, les collectivités, ils n'ont pas ni à faire ces bitins à ça. Donc, ce sont des questions qui posées depuis longtemps avant. Et effectivement, le problème avec Guadeloupe, sont d'autres problèmes qui sont fondamentaux. Pourquoi? Parce que Guadeloupe, tu es créé pour te jouer au rôle là, ça. Oui. À mon là, ça m'a également, tu es en avion, etc. Même Désirade, tu es dans. Bon, et tout ça. Et c'est pour ça que tu es fait l'aéroport à Baïfla, d'ailleurs, Adam. Et puis, c'est tout ça mort, quoi. Vers Guadeloupe, tout ça mort. Et c'est là, nous avons un véritable problème. Alors, nous avons d'autres événements que je vais parler très rapidement. C'est, si vous voulez, et qui a posé problème à les médias de manière générale. Oui. Et rapport à les médias vers les journalistes et tout ça, ça c'est l'affaire Zandronis, Barbara. Oui. Barbara Olivier Zandronis. En cas de des interviews tout le temps, en les CNews, en les BFM, en les tout ça, en cas de les gens, ils ont mal traité des ministres, etc., par des questions, ils ont poussé, etc. Et on a trouvé quand même assez inadmissible que, ici, parce qu'un journaliste poussé, on a dans retranchement, il peut faire 10 fois penser à eh bien, il a trouvé sanctionné, parce que c'est une sanction. Oui. Quand il va raconter moi que c'est une sorte d'habitat interne et tout ça, non, c'est une sanction. C'est une sanction déguisée et ça passe, ça a vu au moins, ça passe oui. D'avoir ça, mettre un doute en la capacité en nous à véritablement développer l'information en pays. On me signale la pub tout à l'heure, une question aussi. Je peux dire 2 petits mots avant la pub. Ah oui, allez, vas-y. Oui, alors, concernant le transport, là on est sur le transport, on n'est pas sur l'événement qui s'est passé. Oui. Concernant sur le transport, je pense que ce soit dans le domaine maritime ou dans le domaine aérien, si M. Losbar ou M. Chalus ou M. le préfet ou quel que soit le responsable de la Guadeloupe veut se déplacer, à l'instant T, il peut le faire. Aujourd'hui, ils sont en mesure de se déplacer. Oui. Je préfère peut-être cette solution. Je préfère encore cette solution-là que de mettre un avion qu'il faut payer tous les jours son droit de stationnement et d'assurer l'entretien, qui va coûter, à mon avis, plus cher aux Guadeloupéens et aux contribuables, que de réquisitionner. Réquisitionner. Bon. Oui. C'est peut-être un gros mot, mais il y a d'autres possibilités, peut-être sans passer par la réquisition, pour avoir un moyen de déplacement, que ce soit aérien ou maritime, à moindre coût. Concernant Barbara, moi j'estime que ça a fait couler beaucoup d'encre. Et ça c'est mon avis, c'est que nous sommes... alors pour terminer sur le transport, ce qui a été dit tout à l'heure sur le transport, c'est un modèle de société qu'on propose là. C'est différent que... Là nous sommes dans un courant, une idéologie politique. Moi je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. Concernant Barbara, il y a une gestion d'une entreprise privée qui, paraît-il, vit sans de subventions d'État, en tout cas à ma connaissance, peut-être qu'il y en a, moi je n'en sais rien, mais enfin a priori, et qui a une gestion interne, une société que je dirais basée en Guadeloupe, en tout cas une société guadeloupéenne. Un groupe, c'est dans un groupe qui a des ramifications, c'est certes, et qui fonctionne mieux même que les services de l'État, et là on parle de modèle de société, mieux même que les services de l'État, en tout cas en me référant à Médiamétrie, qui prend ses décisions à l'intérieur de son entreprise, dans un service, je dirais, collectif de l'entreprise. Moi je ne vois pas pourquoi il y a tout ce débat autour de cette affaire qui, à mon avis, c'est une tempête dans un verre d'eau. La personne n'a pas été licenciée, la personne est en poste, la personne est jeune dans le métier, on apprend. Moi aussi, j'embauche et des fois, la personne ne répond pas, en tout cas dans l'immédiat, à ce cahier des charges. Je mets dans un autre poste en attendant que cette personne retourne, si elle remplit les conditions, dans le poste. Elle a été affectée auparavant. Moi, je ne vois pas d'inconvénient et je ne vois pas pourquoi. C'est une idéologie politique qui est encore engagée dans cette affaire-là pour régler un problème interne d'une société privée. Moi, je ne vois pas l'intérêt de toute cette agitation. Moi, j'ai entendu, on va peut-être y aller très vite, mais en tout cas, j'ai entendu la réaction de la direction qui a bien fait la différence entre la forme et le fond. Tout à fait. Bon, le fond, on n'a pas contesté, mais la forme... Il faut faire très attention à ces choses-là, parce que sa fameuse différence ne tient pas la route. Ça ne tient absolument pas la route. CNews, on sait que l'orientation de CNews, c'est l'extrême droite. Ça n'empêche que quand il y a, mais quand il y a un certain nombre d'interviews, le journaliste est libre. C'est pas Léa Salamé d'ailleurs, c'est comment elle s'appelle, Sonia Mabrouk. Elle est libre de poser les questions qu'elle veut.
Et à ce niveau-là, de pousser la personne. Non, c'est pas un problème ni idéologique, ni politique. C'est un problème de... Et c'est pas un problème de société privée, parce que c'est une société privée. La pub. Il faut faire attention à ça. On va peut-être revenir sur ce sujet, peut-être ultérieurement, je sais pas. Avant de venir à notre thème, même publicité. Pas qu'à mâcher, télé pas qu'à mâcher sans publicité. Surtout là où on a un plateau neuf. Voilà, nous sommes donc de retour. Je l'ai précisé au début, une tranche horaire un peu exceptionnelle, inhabituelle. Raison de la circonstance, fin d'année, période de moment de grande festivité, que vous aurez bien entendu une retransmission concernant Joie à Tradition après cette émission. Alors, ce qui explique bien entendu cette tranche horaire exceptionnelle, nous avons commencé à 9h30. Alors, messieurs, nous entrons dans le sujet. Nous sommes, comme je le disais, à un moment bien particulier, la Noël 2024, 23. Noël 2023, il faut le dire à pas de loup, mais 2023. Alors, vous savez, vous vous rendez compte, c'est un moment assez particulier il y a des éléments, en tout cas, qui attirent notre attention. Je veux parler de notre marché des produits, de l'inflation, puisque le thème même, c'est l'inflation s'invite, la consommation s'essouffle. Nous voyons comment, chez nous, pullulent, en quelque sorte, les marchés de proximité. Nos produits notre production bien présente, les prix flambent. Alors, on doit s'interroger. Le comportement du consommateur, ça, comme on dit souvent en économie, sa propension à consommer varie en fonction des données du marché, du prix, des produits, etc., etc. Alors, je pense que tout cela suscite un certain nombre de réactions de votre part, notamment parce que nous sommes dans une période exceptionnelle, particulière, de haute consommation. C'est la Noël, c'est produit en nous, les grands marchés, il y a Joie à Tradition, il y a dans les communes. Alors, j'ai envie de vous laisser la main pour que vous puissiez lancer le débat à votre manière, bien entendu. Raphaël, peut-être. Oui. Alors, moi, j'ai été très, très interpellé, mais c'est pas la première fois, mais là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, ou je ne sais pas, autre chose. Alors, par une intervention à la télé, télé classique, on a une période de forte demande, tout de tout. Et on n'a aucune production à la hauteur de la demande. Alors, igname, canne à sucre, porc, pois du bois, je ne sais pas, ananas, tout. Enfin, il y a d'autres choses. Hein. Alors, quel est le problème? Et ce n'est pas uniquement parce que ça tombe à Noël. La demande, elle est étalée sur l'année. Donc, la demande, en principe, à la base d'une relation économique, il y a l'offre et la demande. Oui. En principe, si la demande est là... l'offre doit répondre. Il n'y a pas de problème, foncez. Donc, quels que soient les domaines dans lesquels nous sommes, qui sont les domaines des ressources premières de la Guadeloupe. Hein. La Guadeloupe. On n'a pas. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de faire de l'importation qui va casser les prix, qui va demander aux travailleurs des revalorisations. Mais il n'y aura pas de revalorisation, puisqu'on va dire, mais vous ne produisez même pas ce que vous avez, la base. Donc, on dit dans quoi, là? Et c'est là que je parlais de mal-développement. Voilà un pays où il y a des gens qui travaillent, il y a une demande, il y a de l'argent qui circule, il y a des connaissances, il y a des savoirs, et on est infoutu d'établir des équilibres à peu près compatibles entre cette offre et cette demande. Donc il y a quelque chose de très très grave qui se joue maintenant. Il faut méditer là-dessus. Il y a quelque chose de très, oui, il faut méditer. Il y a quelque chose de très très grave qui se joue maintenant, qui est ce problème de mal-développement, ça veut dire d'inéquation. Alors je prends un terme de Nico tout à l'heure, d'incohérence. Et moi, quand je dis incohérence, je pense tout de suite à psychose, hein. Donc des dimensions psychotiques. Hein. C'est pas inadaptation, c'est pas inadéquation, c'est incohérence dans le schéma de développement, dans le schéma de production, alors même qu'on a toutes les intelligences possibles. Et donc, là, c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe et comment surtout remédier à ça? Parce que c'est une situation qui est endémique, qui dure... Alors, en ce qui me concerne, le choc que j'avais eu par rapport à ça, c'était les années 70. 70, donc, c'est pas hier. C'est pas hier. C'est au moment où on avait fourni beaucoup... Je me rappelle, il y avait eu un débat à cette époque-là. On avait fourni beaucoup d'ouvriers agricoles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on est de la même génération. Oui. Et ils étaient tous partis au Crédit Agricole, à la banque. Crédit Agricole. Vous vous souvenez? Je me rappelle très très bien parce que c'était l'année de mon bac. Et ils étaient tous partis au Crédit Agricole, tous contents. Et donc tout l'investissement qui avait été fait
par rapport à ces gens pour propulser les filières agricoles, ça n'avait pas marché. Donc, quid aujourd'hui de toute cette situation catastrophique qui porte en germe dans sa réalité, dans son existence, une situation d'implosion de la Guadeloupe qu'on connaît par ailleurs. Oui. Tu parles des années 70, et c'est l'occasion aussi de rappeler que les années 70, c'était aussi une période, en tout cas une décennie de très forte inflation. C'était Rimoubar qui était à la barre. Et je me rappelle, les prix de la baguette augmentaient considérablement. On avait même bloqué à un moment donné. Mais c'était sous le plan inflationniste, en tout cas, le grand scandale qui était importé chez nous, parce que ça venait de l'extérieur. Et maintenant, nous avons la tendance, quelque part à faire le rapprochement. Je rajouterais juste un truc par rapport à ce que je viens de dire. Donc, au niveau de cette offre et de cette demande, avec en même temps une notion de réincohérence au niveau du tissu de la Guadeloupe. Moi, j'habite à la campagne. Oui. Je suis à campagne. Je n'ai aucun problème d'approvisionnement. Aucun problème d'approvisionnement. Donc, il y a une rupture profonde, une faille sismique entre une Guadeloupe de la campagne. J'ai mes cochons, j'ai mes ignames, j'ai mes points du bois, j'ai tout, qui a tout ce qu'elle veut, et une Guadeloupe réelle, disons celle citoyenne, d'une certaine manière, enfin, je suis citoyen aussi, qui n'arrive pas à produire, à comprendre et à se développer harmonieusement. Véritable problème. On vient à Ramaï, alors nous sommes vraiment, comment disons ça, estébécois par rapport à cette augmentation, un peu inflation, augmentation des prix quand on voit l'igname, 6 €. Les tomates, 8 €. Oui, voilà. Les mandarines, on n'en trouve même plus du tout. Voilà, difficulté pour trouver le cochon, le porc. Cochon qu'on ne va manger habituellement. Parce que les choses changent beaucoup depuis quelque temps. On observe que ce phénomène d'augmentation de prix, qui, dit-on, vient de l'extérieur, qui s'est installé ici par peut-être imitation, je ne sais pas. Alors, toi qui es originaire en fait, d'une commune du Moule, nous aussi. Hein. Enfin, je ne suis pas particulièrement étonné, parce qu'il y a plusieurs facettes. Nous ne sommes pas les premiers à en parler. N'est-ce pas? C'est vieux, je dirais. Le vieux des mondes. Je ne dirais pas comme le temps, mais en fait, ça fait des années et des années où on parle de ce problème de production sur le plan agricole et qu'on ne voit pas de résultats. Et j'ai comme l'impression qu'on voit de moins en moins de résultats. De moins en moins de résultats. Mais pour la période je suis comme Raphaël, je suis dans le bassin de la production agricole de la Guadeloupe à Boule, avec toute l'irrigation qui est autour, et la pluie a joué énormément dans la programmation de des la production. Oui, la production. Il est plus facile de produire, c'est peut-être un petit peu incohérent, plus facile de produire quand il fait soleil que quand il pleut. On ne contrôle pas l'eau lorsqu'il pleut. Donc ça tombe et puis on est là à la merci de la pluie. Donc s'il y a trop d'eau, naturellement, on peut tout. Ça se brûle comme si c'est du feu qui est passé après. Et tandis que quand il y a du soleil, avec l'irrigation, et ça c'est une bonne chose, même s'il y a des problèmes liés à l'irrigation, on peut doser l'eau comme on veut. Et c'est pour ça qu'on voit, quand il fait sécheresse, on a les prix qui diminuent et les marchés se redorent. S'enfolent. Donc, et les prix diminuent. Donc, pour la période, c'est classique, la tomate en Guadeloupe, il n'y a quasiment pas de tomates en Guadeloupe, et encore plus par rapport aux fortes pluies que nous avons eues et pendant une longue durée. Donc c'est classique, il n'y a pas de tomates en Guadeloupe à Noël. Les tomates qu'on reçoit en général, ça vient de l'extérieur. Et ce n'est pas la même qualité. Oui, c'est pas la même qualité. Concernant l'igname, c'est un peu différent parce que l'igname était déjà en terre. Normalement, on doit récolter l'igname. Mais c'est un gros problème pour récolter l'igname en cette période avec la boue. Et la pluie, la terre est pâteuse, etc. Donc là aussi, ça peut ralentir la récolte et faire augmenter les prix. Donc je pense qu'à ce niveau-là, selon moi, c'est plutôt momentané, c'est occasionnel cette année, mais ça devrait pouvoir rentrer dans l'autre, parce qu'en matière de production d'igname, je pense que la Guadeloupe quand même arrive à en produire, je ne dirais pas pour autosuffire, mais on est quand même bien en matière de production d'igname en Guadeloupe. Bon, maintenant, on parle de l'inflation. Effectivement, les agriculteurs, on a parlé d'argent qui circule, il y a de l'argent, c'est vrai, il y a de l'argent pour développer, mais c'est peut-être là le mal.
c'est peut-être mal utilisé, ou en tout cas mal orienté, ciblé. mal contrôlé. Ouais. Donc on met de l'argent en circulation, mais est-ce qu'il y a un devoir de résultat derrière? Et c'est là, je pense que ça a été toujours le problème de chez nous. Moi, à l'époque où quoique ça se fasse toujours, que ça se fait toujours, où on donnait des primes pour les vaches. Oui, ça se fait toujours. Toi, tu es bien placé pour ADMCA. ça. En parenthèse, on a payé hier les ADMCA. Donc, je connais un petit peu, même si je ne suis pas directement concerné aujourd'hui. Mais ça m'est arrivé, j'étais dans le circuit. Il y a déjà peut-être une trentaine d'années. Mais je connais des gens qui n'ont pas une vache. Qui touchaient. Et qui touchaient pour 80 vaches. Ça, c'est plus faible. Et ça faisait une fortune. Et là, c'est là que je dis, il y a un problème au niveau du contrôle. Et on donne sur confiance, sur papier, on fait des papiers. Oui. Puis, mais il y a ce problème de contrôle qui n'est peut-être pas assez rigoureux pour bien voir est-ce que l'argent est destiné, c'est réel ce l'argent a été attribué, mais le résultat est là. Je pense que c'est à ce niveau-là, on a un gros travail à faire. Et puis dans la programmation, tout ce développement, là c'est un problème politique et de société, pour le développement du pays. Mais en matière je terminerai sur ça, en matière de production, nous avons des agriculteurs de qualité qui ont un savoir-faire extraordinaire et qui à tout moment peuvent rebondir. On a vu ça à chaque fois qu'il y a un blocage du pays, on voit bien que ça repart. Ouais. Donc on a cette qualité-là, ce savoir-faire. Maintenant, il y a un problème à régler. Il faut travailler, trouver comment régler le problème de la production et de la régularité de la production. Voilà. Tu as fait allusion, très rapidement, avant d'aller au tu as fait allusion au contrôle. Bon, pour ceux que je connais, des contrôles, il y en a beaucoup de contrôles qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'ASP, Agence de services de paiement, qui viennent aussi de la DAF. Il y a beaucoup de contrôles qui sont faits. Bon, mais c'est vrai. Bon, enfin, il y a toujours quelque chose à dire à propos. Il n'y en a pas fait. Je signalerai aussi à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont dans le secteur, que l'argent a tombé hier, à DMCA là. Ils ne sont pas allés compte à lundi, à vie. Le roi pour y Alors, René, est-ce que dans cette question-là, il n'y a pas un problème de modèle de production, puisque nous savons, il a évoqué la pluie, mais les cultures sous serre aussi, hein, je ne sais pas, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas des choix stratégiques sur lesquels on doit réfléchir, n'est-ce pas, et pour contrer ces difficultés-là? Oui, mais il faut être clair sur cette histoire-là. L'augmentation des prix en particulier, même pour la production locale, est très directement liée aussi à l'augmentation des prix à la fois des entrants qui ont augmenté de manière considérable et aussi du pétrole qui a augmenté de manière considérable. Tout à fait. Donc, les intrants. Coût, il y a intrants et entrants par rapport à la fois engrais, etc., des etc. Et il y a augmentation aussi des coûts de transport. Il y a des coûts de transport et qui ont provoqué cette augmentation, mais il y a aussi, il faut que tu laboures ton champ, il faut que tu fasses. Il y a aussi augmentation des prix à ce niveau-là liée à la charge pétrolière qui est extrêmement importante. Donc, déjà à ce niveau-là, les prix de revient des planteurs ont été grevés, largement. Deuxièmement, il y a les conditions climatiques. Alors, tu as parlé de serre. Il y a des serres en Guadeloupe. Hein. Oui. Mais il y a j'ai une question posée. Hein. Oui, mais il y a des serres en France aussi, et ils sont dans un gros problème en France à l'heure actuelle, à cause de, justement, le changement climatique et un certain nombre de problèmes qu'ils ont rencontrés. Donc, il y a des problèmes d'ordre climatique qui rentrent de compte. Et un agriculteur, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, quand il produit, la dépense, il est obligé de le reporter sur les prix qu'il fixe. Hein. Donc, si sa production est beaucoup moindre, ben, effectivement, le produit va augmenter aussi. Le produit va augmenter. Parce qu'il sera obligé de tenir compte de ça. Même si il réalise très, très, très peu de marge, mais il est obligé de tenir compte de tout ce qu'il a dépensé, etc. Donc, il y a ce problème-là qui participe. Il y a aussi autre chose, hein, et ça c'est valable pour que ce soit toute espèce de choses, la viande, etc. Bon, même si on me demande qu'est-ce que le pétrole vient faire de la viande, mais il y a tout ça aussi là-dedans. Bon, il y a tout ça aussi là-dedans qui rentre en ligne de compte et tout ça, les entrants et compagnie. Et faut donc bien considérer. Alors, il y a un problème d'organisation, hein, effectivement, de la production. Et du marché, peut-être aussi. Du marché, de la production.
de plus en plus, on met en cause le système des filières, justement, parce que les filières ont tendance à aggraver le problème plutôt que de le résoudre. Il n'y a qu'à regarder les Guavis, eux-mêmes, ils sont obligés de dire qu'ils n'ont pas de quoi, etc. etc. Oui. Ça ne règle pas. Bon. Au niveau de notre agriculture, il y a un problème de conception de l'agriculture. Il faut que ce soit une agriculture effectivement diversifiée paysanne et une agriculture qui n'oblige pas les paysans obligatoirement à entrer dans un système de filière où il suffit que la filière ait mal au dos pour qu'ils se retrouvent devant un gros problème. Donc, il y a ce gros problème-là qu'il faudra résoudre, et c'est un problème politique de fond. Hein. C'est comment on aborde la question agricole et l'organisation à ce niveau-là. Deuxièmement, hein, je voulais te donner une deuxième parce qu'en général, quand il y a appel et qu'il n'y a pas assez de produits sur le plan local, l'importation de produits augmente considérablement. À l'heure actuelle, nous sommes en train nous importons en 2022, hein, on a importé. Cette année, ce sera peut-être beaucoup plus grave. Hein. 42 889 000 tonnes de fruits, de légumes, de plantes, de racines et de tubercules. Ouais. C'est énorme. C'est en constante augmentation. C'est énorme. Et quand tu as des pourcentages d'évolution, par exemple en 2020, tu vois, les oranges, ben, pratiquement c'est 4000... quand on parle d'orange, pratiquement tout ça, le citron, c'est la même chose. Bon, et même au niveau de l'ananas, il y a une importation qui est quand même importante, alors qu'on produit de l'ananas ici, etc. En ce qui concerne les ignames, ben, c'est 1392 tonnes qui viennent en termes d'importation. Hein. Et en général, au niveau de la consommation, ce qui se pose, c'est que tu as la situation sociale et les revenus des gens qui font qu'ils réagissent en fonction des prix aussi, à ce niveau-là. Donc, il y a un phénomène d'entraînement. Donc, il y a un problème économique important à prendre en compte si on veut véritablement... Il y a un problème de distribution. Parce que les marchés... S'il n'y avait pas eu les marchés de proximité... Ben, les bon nombre d'agriculteurs n'auraient pas pu vendre leurs produits, etc. Hein. Bon, il y a la proximité là où tu habites. Moi aussi, c'est la même chose. J'habite à la campagne, donc je peux trouver un certain nombre de choses. Bon, parfois avec des prix... Bon, on va tirer le moins, mais enfin, on va dire que c'est local, là, il y a un coup de bain, etc., etc. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, il y a un problème de distribution aussi des produits. Normalement, quand tu regardes les marchés, tous les marchés de proximité agricole, tu te rends compte que les paysans sont en train de se transformer en commerçants pratiquement. Ils sont obligés d'aller vendre. Or, ce n'est pas le rôle d'un agriculteur normalement. Il doit avoir des coopératives, il doit avoir des circuits. Des structures de distribution. De commercialisation, etc. Donc, il y a un gros problème de fond qui se pose et qui fait que si on ne l'aborde pas du point de vue économique et politique de manière correcte, eh bien, on risque d'avoir de plus en plus de situations comme ça, où il y aura une inflation des prix, etc. etc. Alors, on revient à Nico. Nico, véritablement, c'est un grand scandale. Il y a urgence de mettre en œuvre ce qu'on pourrait appeler le Big Bang de l'exploitation, de l'agriculture. Oui, c'est bien dit. Chambouler tout ça. C'est bien dit. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Franchement, là... si tu veux, d'abord, ce n'est pas idéologique que de dire que dans le monde entier, l'agriculture est une affaire collective. Ce n'est pas idéologique, ça. Dans tous les pays de la Terre, de la Corée du Nord aux États-Unis, l'agriculture, à savoir nourrir une population et la sécurité alimentaire, qui n'est pas pareil que l'autonomie alimentaire. Mais on va dire la sécurité alimentaire, on va être plus vaste. Hein. Souveraineté, en tout cas. Souveraineté alimentaire. C'est pas invité, voilà. Mais c'est une affaire collective. Bon, c'est vrai que la Guadeloupe a un problème avec son collectif. Parce que où est le collectif de la Guadeloupe, ça c'est un débat. C'est un débat. Hein. C'est un débat. Bon. Alors, il y a des pesanteurs historiques, il y a des effets d'aubaine, et il y a aussi la profitation. Absolument, au bout de fil, en tout cas. D'accord. Bon. Et quand on interroge Stéphane Ayotte, hein, c'est plus ni Bernard ni Brodeau, c'est peut-être Stéphane. Un autre. Quand on interroge Stéphane, qui est brillantissime, beau garçon, bien habillé, tout ça, il te dit que l'inflation, c'est pas de sa faute. Hein? Il dit c'est pas de sa faute. L'inflation, c'est pas la profitation qu'il a fait, c'est l'administration. Et il te dit c'est l'octroi de mer, c'est la taxe, c'est bien ça. Stéphane raconte n'importe quoi. Hein? Il défend son gagne-pain. Mais quand on examine, il le dit bien, il le dit intelligemment, donc on peut accepter qu'il le dise. Bon. Mais quand tu examines la chaîne de valeur, tu vois bien où le coup de verrou sur le coup
bon, c'est pas uniquement l'octroi de mer, hein, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Bon, voilà, parce qu'en France, il y a la TVA, hein, bon, et puis la TVA est beaucoup plus forte en France, et entre notre transport et l'octroi de mer, bon, on y arrive à peu près à la même chose. Donc, il y a quelque chose dans l'effet d'aubaine et la profitation qui est responsable en grande partie de l'inflation. Bon, c'est la première chose. Mais pour ne pas pleurer tout le temps et en nulliter un peu, mon voisin qui est vraiment illuminé aujourd'hui a dit le mot coopérative. Coopérative. Sans clé ça. Économie sociale et solidaire. Ah ouais, voilà. Merci d'être plus loin que moi. Oui. Hein? Bon, coopérative de producteurs, coopérative de consommateurs et de distributeurs. Et tu verras que le jour où la Guadeloupe sera capable, par tout temps, d'avoir des coopératives de producteurs et des coopératives de consommateurs aussi, peut-être. Oui, mais surtout de producteurs. Ouais. Oui, mais alors, on voit bien ce que c'est qu'une coopérative de producteurs, c'est clair? Mais de consommateurs. Alors, imagine un peu que sur ces temps de forte tension, si la coopérative de consommateurs décide elle-même d'aller sur le marché extérieur, de faire vendre le produit, oui. Ah bah, il va casser le prix. Il va casser le prix. Hein? Il va normaliser le prix sur le marché. Donc, voici des initiatives à prendre, hein, collectives, parce que l'agriculture, manger, c'est une affaire collective. Et on ne peut pas laisser au marché l'improvisation dans ce secteur-là. Oui. Instance de régulation, véritablement. Alors, oui, allez, c'est justement... quelques publicités après. Il y a publicité. Oui, tu m'as fait signe. Hein. Vas-y tout de même, et puis on va venir. C'est pas absence de régulation. La régulation existe dans un sens bien précis. Et donc, dans l'intérêt capitalistique, bon, on est des pays capitalistes, et avec ses résultats en termes de plus-value financière et monétaire. Je crois que quand Nico parle de coopération, de coopérative, c'est le maître, et donc d'intelligence collective, c'est le maître mot, parce que ça veut dire qu'au-delà de tous les aléas signalés par nous tous, ce qui est au cœur du développement, c'est l'organisation. Et donc, comment on passe d'une logique de filière à une logique de réseau? Ben, c'est ça la coopérative. Mais encore faut-il que la coopérative soit dégagée de ces espèces de logique de pouvoir et de droit d'auteur, de ça. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est grave. On a un vrai problème de mal-développement en Guadeloupe, parce que les outils de réflexion, on les a. Les outils de production, les forces de production, les moyens de production, comme diraient les capitalistes des années 80, on les a aussi. Les capitaux, on les a. Mais est-ce qu'on a la ressource humaine? Est-ce qu'on a la ressource managériale pour passer à cette logique de coopérative? Est-ce qu'on est capable de fédérer des moyens pour travailler en réseau, dégager des synergies et dégager des plus-values? C'est là que le problème est posé, et de manière tragique. Mais je suis dans la continuité des propos de Raphaël, on a bien inventé les SICA, Société d'intérêt collectif. Mais les coûts de fonctionnement sont supérieurs On est la pub. Attends. La publicité. On arrive. Parce que sur les coopératives... On va venir. On va venir. Nous sommes dans la bonne direction, en tout cas. Donc, le retour, alors, nous progressons avec... Donc, je voulais signaler simplement que pour la coopérative, il y a eu des expériences de coopératives agricoles, coopératives paysannes, où c'était les paysans qui s'étaient regroupés et qui avaient monté une coopérative. Oui. Et cette coopérative avait les produits qu'elle vendait en gros. Oui. Pour les collectivités en particulier et les services publics, hôpitaux, etc. Les collectivités, c'est beaucoup plus pour la cantine scolaire. Il y a des contrats, etc. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas payés avant parfois 6 mois. C'est ça. Alors, les paysans qui ont fourni leurs produits et qui font partie de ces coopératives qui ont fourni leurs produits, est-ce qu'ils peuvent attendre 6 mois avant d'avoir une trésorerie? Ils ne peuvent pas. Et ils mettent à ce moment-là les coopératives en grande difficulté, parce que la coopérative, pour essayer de faire face tant bien que mal et pour conserver les coopérateurs, elle est obligée d'aller faire des prêts. Et elle a des intérêts qu'elle paye. Ouais. Alors que ces gens-là qui leur doivent de l'argent, et pas de très grosses sommes, eh bien, eux, ils ne payent aucun intérêt sur le retard par rapport à ça. Donc, il y a une politique, il y a une organisation à respecter, à faire. Et ça, c'est des décisions. Et c'est là où je suis d'accord avec ce que dit Spirunel. C'est un problème de mal-développement aussi. C'est pas seulement un problème de sous-développement, il y a un problème de mal-développement. C'est pas normal. Ce problème-là qu'on évoque, problème de mal-développement, c'est pas dans le contexte de la production, etc. Ça existe aussi au niveau même des aides de l'Europe. J'en profite pour le dire. Hein.
Parce que maintenant, il y a un problème maintenant, c'est que les aides arrivent en retard. Oui, mais attends, Jean. En même temps qu'il y a ça, il y a un problème des économies d'échelle. Oui. Ce qui peut se passer au niveau de l'Europe, où certaines régulations peuvent d'une certaine manière atténuer, servir d'amortisseur financier à certaines situations. Mais quand tu es au ras des pâquerettes, au niveau du terroir, quand tu es en Guadeloupe et que l'agriculteur fournit une tonne d'igname, il va être payé 6 mois après, que tu travailles pour comment on appelle ça, une municipalité, quand tu dis qu'il faut passer par Chorus Pro, et que Chorus Pro te paye en 6 mois, 7 mois, au bout de certain temps, tu as dit ok, j'ai compris, j'y vais plus du tout. Donc il y a tout un engrenage fatal. Funeste, qui fait que, en fait, la confiance disparaît, la crédibilité disparaît, et donc le produit collectif, puisque Nico parlait d'intelligence collective, l'intelligence collective suppose de l'interdépendance, donc des positions d'acteurs et des relations, et aussi de la clarification dans les rapports. Si ce n'est pas clair, si la parole donnée n'est pas respectée, ben rien ne peut fonctionner. Voilà. Sur cette question, avant d'arriver tout à Nico, puisque tu auras tenu 11h 11h 24. Alors, pour compléter, pour aller dans le même sens, je crois que on touche là la réalité du pays. Nous sommes profondément dans notre réalité guadeloupéenne. Et lorsque on parle d'organisation du marché, c'est très bien, dans le domaine de l'agriculture, effectivement, le secteur s'organise. Oui. On a plusieurs coopératives, plusieurs SICA, le secteur s'organise. Il y a une organisation en place. Les adhérents, souvent, ne trouvent pas leur compte. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est toujours le problème qui a été soulevé ici, déjà. Quand on vend pour la coopérative, les collectivités ne payent pas. Oui. Et lorsque les chefs d'activité, nos responsables parlent de développement économique, de développement de l'agriculture, oui. Mais le frein, et c'est valable dans tous les domaines, pas forcément dans l'agriculture, le frein, c'est au niveau de nos collectivités qui sont à 90%, 80% en déficit. Ils ne peuvent pas honorer à l'heure, à temps et en heure, leur dette. Donc, qui est-ce qui engage des fonds ? Ce sont nos entrepreneurs dans le BTP, nos entrepreneurs dans le secteur agricole, qui n'ont pas le retour qu'il faut pour pouvoir payer leur salaire. Ils ne peuvent pas vivre. Et qu'est-ce qui se passe dans le domaine agricole ? Ce sont en général de petites entreprises. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils ne peuvent pas donner à la coopérative parce que l'argent ne revient pas ? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour vivre ? Parce qu'il faut quand même qu'ils vivent. Ils vont directement sur le marché pour vendre leurs produits, pour avoir un peu d'argent, pour nourrir leur famille. Voilà la réalité du pays. C'est parce que nos responsables, qui travaillent soi-disant et à tout point de vue pour lancer l'économie du pays, mais comme ils ne payent pas, eh bien, c'est le chien qui mord ça. Le serpent qui mord ça. Comment on dit ça ? C'est le chien qui mord ça que... Oui, mais par contre, pour une fois, je vais dire du bien des collectivités. Oui. Elles ont beaucoup progressé dans le paiement. Dans le paiement. Beaucoup progressé. Il y en a fait aussi. C'est-à-dire que, le département de la Guadeloupe paye à 15-20 jours. Voilà, ça c'est exceptionnel. Hein. J'en parlais avec un entrepreneur dans le bâtiment qui me disait attention, non. L'OSBAR paye à moins de 30 jours. La région, pareil. Le département, il est bon. Donc ça veut dire, ça veut dire qu'on a progressé avec le recours de certains cadres. Les communes, je ne sais pas trop, mais peut-être qu'il faut qu'elles travaillent aussi. Mais nos collectivités dites majeures ont beaucoup progressé là-dessus. Bon. Donc ça veut dire que, comme dit Raphaël, les outils de l'intelligence sont sur place, mais c'est le fait de parler, tenir parole, de mettre en réseau tous ces gens-là qui pose un problème. En France, il y a un nouveau concept qui marche bien, on appelle ça des pôles territoriaux de coopération économique. C'est-à-dire que l'intelligence territoriale fait qu'on met en réseau, sans organisation a priori, sans structure juridique qui fédère, uniquement l'intelligence territoriale. On met les gens qui sont entre eux. Et il y a des accélérateurs de l'efficacité. Il y a l'émulation. Voilà. Et, par exemple, dans les réseaux, tu as le producteur de base, tu as le distributeur
Et tu as les banques coopératives aussi qui sont Bien là, sûr. qui animent le réseau. Par exemple, la BPI ici devrait jouer mieux son rôle. Hein? Bon, nous avons un tas de banques coopératives ici qui ont des comportements de banque Rothschild. Hein? Banque Rothschild. Voilà, c'est des banques et pas des coopératives. Hein? Bon, Crédit Agricole, c'est coopérative normalement. Bon, il faut qu'elle soit peut-être plus proche des gens. La Banque Populaire, c'est une coopérative, plus proche des gens. La Caisse d'épargne, c'est coopérative, plus proche des gens. Donc, il y a une culture de l'intelligence collective à mettre au service Et puis, enfin, il faut qu'il y ait des entrepreneurs dans le champ en termes agricoles. Hein? Oui. Des agriculteurs. Des agriculteurs, véritables agriculteurs. Il faut des entrepreneurs. Ouais. Et pas uniquement dans l'agro-transformation. Parce qu'effectivement, lorsque Mme Lolia, Mme Bédard-Émilien arrivent dans le champ de l'agro-transformation, c'est les managers, les leaders. Oui. Mais il faut culture soit entièrement dans le secteur. C'est ça qui nous manque. Voilà, Alors, tout ça, c'est le Big Bang agricole. Alors, faute d'arriver à la définition structurelle que donne Nico maintenant de ce qu'il faudrait pour que l'intelligence du territoire se transforme en intelligence organisationnelle. On a en Guadeloupe des cultures traditionnalistes, patrimoniales, anciennes, qui se mettent en place et qui font obstacle à l'émergence de ces nouvelles manières. Et ces cultures patrimoniales, c'est la culture de la connivence. Et cette culture de la connivence va à l'encontre de la culture du consensus, et on est dedans. C'est l'économie du troc. Bail coco pour savon. C'est l'économie poté-manève. C'est tout ce qui va se passer autour de coalitions, de micro-coalitions, et qui vont faire qu'en fait, ce qui marche en Guadeloupe maintenant, c'est l'éloge de la précarité. Ça veut dire que c'est une économie qui devient intelligente en soi, mais sur une base d'optimisation des logiques de précarité. Donc on est dans une situation complètement dystopique dans laquelle ce qu'il faudrait faire pour pouvoir faire évoluer les gens, c'est péter un certain nombre de schémas de conscience qui ne vont plus du tout. Parce que ça devient grave, parce que les gens sont tellement persuadés que dans cette logique de précarité, le chacun pour soi, le bigidi, les ajustements spontanés vont répondre à leur situation individuelle, que la somme des situations individuelles ne crée à aucun moment le terroir qu'il faut pour qu'on émerge d'une situation collective. Et on reste au maximum dans un on, dans un yo, dans un zot, mais on n'arrive jamais dans un nous avec un S. Et actuellement, la Guadeloupe est en train de s'enferrer dans le mal-développement autour de ça, à mon avis. Donc véritablement, on laisse la parole, mais c'est sûr que l'agriculture de demain, le welfare agricole, c'est pas seulement le fait de réaliser des marchés, des coûts. C'est l'organisation. Alors, plus que si tu veux, faut bien regarder les choses, hein, parce que je suis d'accord avec toi sur une chose, c'est effectivement cette logique de précarité. Généralement, c'est du sauf qui peut pour permettre aux gens d'arriver à survivre dans la situation. Et se créer un sens à la vie. Ouais. Donc, j'ai plusieurs exemples, hein, plusieurs choses que je vois, hein, d'ailleurs, qui sont en train de développer, mais en même temps, même si ça a arrêté à une logique patrimoniale, mais ça pas qu'à véritablement à un sens au développement. Même sinon, et les quelques versions théoriques quand j'avais de justification, eh bien, il n'y a pas qu'à y a véritablement un sens qui va permettre de construire une économie. Bon, alors, en passant, nous revenons peut-être à discuter plus à les problèmes là, ça. Mais si vous regardez le marché du travail là en Guadeloupe, avec 83% des gens qui en emploi en Guadeloupe, qui relevé de l'administration du tertiaire. Marchand et non marchand. Et là, regardez les emplois par secteur, 4% pour l'agriculture. Alors que l'agriculture est un pourvoyeur d'emploi, normalement. 4%. L'industrie, 7%. Et en réalité, c'est le tertiaire marchand, 44%. Et le non marchand, c'est-à-dire enseignants, etc., les gens qui fonctionnaient, 39%. On est en distorsion complète. C'est-à-dire qu'aucun offre qui est demande qui est forte, à partir de 83%, etc. Mais au pays, il y a une offre qui est forte à niveau là. Ça, pourquoi? Parce qu'en termes de développement, de production, on n'a pas les éléments, on n'a pas l'assise nécessaire pour le développer. Absolument. Donc, si vous voulez, c'est un butin qui est quand même extrêmement important. On a bien senti que nous avons un problème dans organisation et développement à marché du travail et social. Ce que dit René, c'est que donc, quand on prend un petit peu de recul,
on s'aperçoit que c'est un système auto-organisé. Auto-organisé, Et qui reproduit ce pourquoi il a été fait. Ouais. Alors, reste à savoir qui l'a fait, comment et quoi. Et sans parler. Alors, d'un côté, on parle de la main invisible. Mais là, on pourrait parler aussi d'une certaine main. Alors, je ne sais pas si elle est invisible, celle-là. Mais il est clair qu'il y a des schémas, disons, coloniaux à casser pour pouvoir sortir et libérer l'intelligence et libérer les facteurs de développement, les rouages du développement. Le développement, c'est une opération. Ce sont des opérations. Et donc, si on ne prend pas cette intelligence opérationnelle sur l'existant et les données de l'existant, eh ben, on va rester dans nous sommes de plein pied dans ce qu'on appelle généralement l'économie duale. Ouais, c'est-à-dire, ils perdent profit des services et le secteur productif. Avec les aspirations. On va venir aussi à... Je voulais t'ajouter juste une petite chose qui montre la distorsion entre les deux. C'est que quand tu regardes le niveau d'éducation, le diplôme en Guadeloupe, tu te rends compte que ça, c'est les chiffres, c'est pas les miens. 22,5% ont un niveau de l'enseignement supérieur en Guadeloupe. 17,7% le bac. Oui, 17,5%. 20,7% CAP ou BEP et 39,1% peu ou pas de diplôme. Donc, alors, normalement, tu aurais dû avoir l'agriculture aurait dû créer un secteur de développement qui permet l'agriculture, l'industrie, la petite industrie, hein, parce qu'on a besoin d'une grande industrie. Mais là, ça peut créer des secteurs de développement. Ce sont des choix stratégiques. Alors, juste un mot. Par rapport à ce que dit René, parce que il faudrait vraiment reprendre ça et puis essayer de visualiser, de scénariser les chiffres qu'il dit. Mais moi, dans ma structure de pensée, lorsqu'on va dire incohérence, lorsqu'on va dire distorsion, et lorsqu'on va sortir tous les éléments qu'on a sortis, ça veut dire disharmonie du développement. On est dans un système complètement psychotique. Ça veut dire un système complètement éclaté, dans lequel chaque noix, chaque atome essaie de porter de se démerder, sans qu'il y ait une cohérence de l'ensemble, ni au niveau structurel, ni au niveau structural. On est dans du grand n'importe quoi. Pas dit c'est mystique, parler. Pas dit ça, c'est analyse, effectivement. Parce que souvent on entend dire ces propos. Vous savez, quand le monde de l'analyse, de réflexion parle. Non, mais on n'entend pas ça comme ça. À partir vous êtes critiqué très souvent. À partir de là, ça faut trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une organisation qui permet de trouver des solutions. Oui, on vient à Nico, puisque après à Ramaï. Donc, bilan de l'opération, c'est mise à plat générale. Vision politique globale et accompagnement politique. C'est ça la grande question. Il ne faut pas que les acteurs politiques se sont absents ou seconds. Moi, je pense qu'ils ont une part importante dans la vision. Et après, il faut décliner cette vision-là. Mais si eux, ils sont au bout de chaîne, ils ne sont pas au centre de ça, si eux-mêmes ne savent pas où aller, parce qu'il paraît que la meilleure façon de ne pas atteindre ces objectifs, c'est de ne pas en avoir. De en avoir. Voilà. Donc, du problème là. Donc, je pense que c'est ça on retombe encore sur un des fondamentaux de notre approche, c'est défaut de vision, et puis aussi, que font les citoyens européens? L'exemple des citoyens, c'est le grand problème aussi. Alors, moi, je veux une pensée aussi pour, je le dis, par exemple, les marchés. On parle de marché de proximité. On parle de marché de proximité. Je pense aussi à ce grand marché de Goudeliane dont on parle. Parce que j'y vais souvent, je regarde, j'observe. Je constate qu'effectivement, concernant cet endroit qui appartient à la collectivité, où il y a un grand marché réalisé depuis Nani-Nana. Mais je me suis posé la question, mais il y a une association qui s'occupe du marché. Mais pourquoi nous toujours derrière Chalice, la région, ban-nous au marché. Mais l'argent qui est collecté depuis Nani-Nana, achetez 4 hectares de terre, construisez votre marché. Mais c'est l'exemple que j'ai, c'est la question que je me pose. Parce que et ça pose un problème juridique. Parce que est-ce qu'il y a un contrôle sur ces sommes qui sont perçues? C'est très bien, je n'attaque pas l'association. L'association reçoit une petite somme quand on vient vendre. Mais est-ce qu'il y a un contrôle de ces sommes-là? Parce qu'il s'agit d'un espace public, qui est géré par la région. C'est très important. Et la question que je me suis posée, c'est que est-ce que vraiment cette association ne se décide pas ou ne se décidera pas à un moment donné, de prendre ses responsabilités, d'acheter des hectares de terre, quelque part, de construire son marché. Et la responsabilité commence par ça.
Arrêtez, mandez, bon, nous on marche. Mais non, on n'arrivera pas à cela. N'attendez pas, entre guillemets, on a contesté l'article 55, mais on n'a pas besoin de l'article 55 pour cela. Qu'il y ait quelques-uns qui arrivent, qui sortent de l'extérieur, qui achètent 4 hectares de terre, qui construisent un marché, ils vont dire, il y a quoi de bien nous. Ah ben voilà, allez-y, Ramaille, ensuite on va circuler. Oui, c'est un peu le même contexte. Le même contexte. Alors, concernant les délais de paiement, oui. Nico disait qu'il y a une certaine amélioration dans le temps de règlement des factures. C'est vrai qu'il y a une amélioration, et l'amélioration il y a certes, mais c'est imposé par la loi. La loi demande de mettre sur une facture la date limite de paiement. C'est une obligation de par la loi d'avoir cette date de paiement. On ne doit pas normalement dépasser ce délai. 35 jours, je pense. 35 jours, oui. Oui, il y a un certain nombre de délais, je ne l'ai pas en tête, mais c'est limité par la loi. Et lorsque quelqu'un ne paye pas, quand bien même que ce soit une collectivité, conseil général, régional ou hôpital ou commune, ils sont en infraction. Et normalement, il devrait y avoir des dispositions légales à prendre vis-à-vis de ces gens qui n'ont pas leur facture. Bon, maintenant, c'est un autre problème. Après, il y a le mandatement direct aussi, par l'intermédiaire du préfet, demander la... Maintenant, on parle de notre société, et je suis tout à fait d'accord lorsque tu dis, bon, c'est un petit peu autogéré. Par nous-mêmes. C'est le débrouillardise, c'est le système D, et puis et ça crée le fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Oui. Donc, il est temps de mettre fin à ce genre de fonctionner, de canaliser et d'avoir des objectifs pour mettre en place un schéma de développement. Dans le domaine. C'est vrai. Mais aujourd'hui, même nos politiques, les politiciens qui sont là ou qui seront là demain, ou qui étaient là, mais je n'ai pas l'impression qu'ils ont pris vraiment ce problème à bras-le-corps. Parce que j'ai l'impression que tout le monde s'y plaît. Bien sûr. Ah oui, tout le monde est content. Nous sommes dans un système où, tu as dit, René a avancé les chiffres, où quasiment les consommateurs, ce sont des fonctionnaires. Et puis, quelques autres dans le système privé qui alimentent, qui font tourner la société. Et donc, quand on regarde ce schéma-là, on voit bien qu'on ira toujours vers le plus bas prix. Le plus bas prix. Moins 10 ans. Alors, et on voit bien le schéma. Donc, ça faut favoriser l'importation pour avoir des produits à bon marché, même si ça sort ailleurs. Nos produits qui sont plus chers, qui sont peut-être de meilleure qualité ou de même niveau de qualité, vont rester sur le tapis parce que c'est plus cher. Oui, c'est plus cher. Parce que ceux qui achètent les consommateurs, la clientèle, les consommateurs, ils vont à leurs intérêts. Et monsieur tout le monde, on regarde d'abord le prix avant de regarder la qualité. Oui. Et voilà peu, nous sommes dans ce système-là qui va encore perdurer, et je crois que tout le monde y trouve son compte, et ça risque de continuer encore pendant longtemps. Ici, nous n'avons pas, disons-le aussi, entre guillemets, le réflexe qualité n'est pas mis à sa place. Je veux dire par là, c'est que dans le domaine agricole, il y a cette notion, cette vérité qui est la traçabilité des produits. Normalement, quand on va sur un marché, je suis souvent confronté à ça, que ce soit sur une commune du Moule, que ce soit dans le marché de Gouluriane, dans toutes les communes, il n'y a aucune indication concernant la traçabilité. On va voir des affiches. Mais ces produits-là, et la traçabilité, c'est un thème, c'est une thématique qu'il faut aborder. D'où sortent ces produits? Comment ils sont produits? Le circuit emprunté. Ça, c'est la traçabilité. Pour ce qui concerne l'élevage, la viande, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est l'Europe, la France qui a mis un dispositif de traçabilité qui est géré par le ministère de l'Agriculture, localement, c'est géré par un établissement qu'on appelle l'établissement départemental de l'élevage. Il y a une traçabilité. Quand on achète un bœuf sorti à l'abattoir, on vient, on connaît tout circuit à bœuf là, ça. Vient là, ça. Mais notre production, ce qui relève de la diversification végétale, on n'a pas de traçabilité. On dit, il y a un élément chez nous, mais on l'a sorti. Moi, quand on entend dire, bon, on a fait la journée de Ziyam Jeune à Capestero, moi, je me suis interpellé. Parce que nous avons entendu dire qu'à Capestero, l'état des terres. Mais c'est ça la traçabilité. Et la traçabilité, je dirais, c'est un élément de compétitivité. En ce sens, comme le prix d'ailleurs.
Parce que tu disais, quand on connaît bien l'origine du produit, eh bien, on va l'acheter. Quand son prix est bas, on va l'acheter. Donc, la traçabilité, c'est un élément de compétitivité, comme le prix aussi l'est. Mais il faut que cela soit inscrit dans notre culture. Allez-y, on va revenir après. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que les produits importés, on ne connaît pas leur traçabilité. Non plus, pas plus. Oui, C'est ça. Et c'est ça le gros problème. Mais c'est justement, c'est pourquoi je te dis que c'est un élément de traçabilité, parce que quand nous allons instaurer la traçabilité chez nous, pour nous peut acheter des produits importés qui ne pas de traçabilité. Il ne faut pas oublier, c'est que les RSA qu'a considéré à l'heure actuelle 39 646 foyers. Oui. Ça qui a représenté environ des gens concernés par le RSA, alors qu'on a des compositions à les foyers, 71 643. On peut comprendre pourquoi ils peuvent acheter moins cher, ils peuvent essayer d'acheter moins cher. Non, mais... Parce que le RSA a pas un revenu qui permet de vous vivre dans l'opulence. Il y a le comportement du consommateur. Donc, non, mais c'est tout ça qu'il faut garder. Du consommateur aussi. Acheter moins cher, allez-y. C'est dans la logique économique du capital. Non, c'est pas humain. Allez-y. C'est pas humain. Ce qui est humain, c'est ce qui est bon pour moi. Acheter moins cher, c'est le fruit d'une politique et d'un système. Moi, je veux simplement dire en conclusion, je ne crois pas que ce soit les politiques qui vont nous sortir de ça. Je ne vois pas du tout. C'est une responsabilité collective. Non, on revient à ce qu'on dit. L'organisation, remettez à côté des professionnels, remettez à côté des cultivateurs qui sont là pour produire. Mettez un accompagnement, comme c'était prévu à l'époque, qu'il faut, pédagogique, socio-pédagogique, pour leur permettre de monter en gamme, de monter en puissance, de monter en qualité, de monter en responsabilité, et pour produire. Donc, il y a tout ce qui manque en Guadeloupe, c'est cette épaisseur organisationnelle qui permet, justement, puisqu'on parlait de chaîne de valeur, à la chaîne, la production existe, la bonne foi déjà existe, ils travaillent, mais comment leurs produits vont pouvoir monter dans la chaîne de valeur? Il faut qu'il y ait un accompagnement alors qui est socio-pédagogique et socio-politique. Socio-politique. Je crois que sur cela, on va donc clôturer. Et puis nous allons signaler que... Alors, il faudrait bien noter, chers téléspectateurs, aussi followers, ce changement de tranche horaire, je dirais circonstanciel, parce que nous sommes en Noël 2023, jour à tradition, qui va donc suivre cette émission, de en direct. C'est la raison pour laquelle, il y a eu ce changement. En tout cas, nous vous remercions, et je sais que notre ami Nico, qui nous a quittés quelques instants pour se rendre à une convocation, une autre invitation, a bien choisi la vidéo.